Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce dimanche 22 janvier, le jour de vérité pour les candidats de la primaire à gauche, mais aussi pour le Parti socialiste. Ses dirigeants espèrent un minimum d'1,5 million de votants. Les premiers chiffres de la participation sont attendus d'une minute à l'autre. Face à la pollution, le casse-tête des restrictions de circulation demain dans les villes de Paris, Lyon et Villeurbanne. Circulation alternée, des plaques paires et impaires, circulation différenciée basée sur les vignettes ou parfois même les deux. Nous essaierons d'y voir un peu plus clair. Et puis nous irons en Savoie pour notre zoom à la découverte d'un trésor insoupçonné. Derrière des façades modestes se cachent des églises baroques au décor flamboyant, des dizaines d'édifices construits à l'époque où les catholiques tentaient de reconquérir les âmes face aux protestants. Les bureaux de vote sont donc ouverts depuis 9h ce matin. 1,5 million de votants. Voilà le minimum pour que ce premier tour de la primaire à gauche soit réussi. Voilà l'ambition, en tout cas annoncée ce matin par les dirigeants socialistes. On l'a compris, ce scrutin doit départager 7 candidats, mais aussi redonner une légitimité au PS. Après un quinquennat difficile, les électeurs vont-ils répondre à ce rendez-vous? Réponse à Lille, Sébastien Ambert et Sofiane Yassine. 8h15 ce matin, les militants socialistes du quartier Vauban et Kermes, en plein centre de Lille, préparent le bureau. Ici, dans cette école, 4 bureaux sont regroupés, soit 3000 votants. Vincent Payon. Ici, on a Emmanuel Valls. La tension est palpable, l'enjeu est immense. Et c'est la fin d'un cycle, je pense, et voilà. Donc c'est difficile. Et une question se pose déjà, le niveau de la participation. Si on a une forte mobilisation, on a un élan d'autant plus important, mais néanmoins, je crois que le candidat qui sera désigné saura emmener les électeurs qui auront voté donc à cette primaire. 9h15, les premiers votants s'expriment, des militants ou des sympathisants socialistes essentiellement, que le froid n'a pas refroidi. Il fait pourtant moins 4 degrés dehors, mais ils veulent absolument porter les valeurs de la gauche. Il faut savoir se manifester et se mobiliser. Vous avez peur de quoi? De rien, mais bon... Il y a des choses qui me plaisent pas, c'est tout. Gauche et surtout l'extrême droite. Droite et extrême droite. La matinée s'étire, peu de monde. Ici, à 11h, on compte 20 bulletins seulement et peu d'enthousiasme chez ceux qui votent. C'est difficile parce que je trouve que le choix est pas emballant du tout. De toute façon, il y aura pas beaucoup de monde, hein, ça c'est sûr. Pourquoi? Oh, parce que les gens, ils sont dépassés. Dans le quartier voisin, ces jours de marché, à Oisem, des militants tractent pour Emmanuel Macron. Ici, on rencontre peu de gens qui vont aller voter pour la primaire de la gauche. Après là, ils se bagarrent entre eux. Puis après, j'attends qu'il y ait un tri de fait, puis je viendrai quand le tri sera fait. On a ses idées déjà, puis voilà. Pas besoin de primaire? Non, mon avis non, on a déjà les idées, ça va. Les bureaux de vote à Lille, comme partout ailleurs en France, fermeront à 19h. Et vous l'avez entendu, pas d'enthousiasme dans le Nord, mais autre ville, autre réalité. Regardez ces images tournées dans un bureau de vote à Nantes où la participation est bien plus importante manifestement. Il y a même eu des files d'attente ce matin. Alors pour l'instant, les 7 candidats, eux, affichent et expriment une sérénité à toute épreuve. Ils ont tous voté ce matin, évidemment. Isabelle Thor et nos correspondants en région étaient là. Regardez. 3 favoris dans cette compétition, alors dans le désordre et chacun dans leur fief. Manuel Valls, ce matin, à Évry, parti très tard dans cette campagne. Il faut être serein et confiant. Une campagne éclair, émaillée d'incidents, de la gifle en passant par la farine et quelques manifestants. Ça n'a été en rien compliqué. Ça a été compliqué pour la presse et j'espère que ça le sera un peu pour elle ce soir. Merci. Si jamais vous perdez ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Benoît Hamon et sa parka désormais connue. Il n'a lui rien à perdre, tout à gagner. Merci. Et espère ce soir créer la surprise après une campagne plutôt réussie. J'ai fait un gros travail de conviction et je pense que je serai au second tour. On va aller manger une petite tête de veau avec les copains. Chacun son programme, mais plus sérieusement, Arnaud Montebourg croise aujourd'hui les doigts pour être au second tour et il appelle une dernière fois au rassemblement, derrière lui, forcément. Rassembler les autres forces de gauche et gagner cette élection présidentielle qui est accessible à la gauche, je le répète. Restent entre guillemets les 4 autres petits candidats, Vincent Payon, qualifié de candidature anti-Valls.
Les électeurs sont libres, ils ont pour l'instant toujours déjoué les pronostics. L'écologiste François de Rugy dans la file d'attente, qui a fait une belle campagne. Jean-Luc Benamias, Sylvia Pinel, enfin la seule femme de cette primaire et qui espère le meilleur score possible. Au Parti socialiste ce matin, les responsables appelaient encore les électeurs à se déplacer dans tous les bureaux de vote, ouverts jusqu'à 19h. Alors justement, pour aller voter, regardez le mode d'emploi, il est relativement simple. Pour trouver votre bureau de vote parmi les 7530 existants, une adresse internet, lesprimairесcitoyennes.fr. Il vous faudra payer 1 € et ne pas oublier évidemment une pièce d'identité. Vous avez jusqu'à 19h pour glisser votre bulletin dans l'urne. Après le nord de la France, partons maintenant au sud pour une des rares régions restées à gauche, l'Occitanie. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Pierre Grange à Toulouse. Pierre, est-ce que là où vous êtes, les électeurs se sont déplacés ce matin ? Écoutez, ici, il n'y a pas de file d'attente, il n'y a pas de bousculade, mais il y a encore quelques électeurs en ce moment. Puis il y a eu un flux continu toute la matinée. C'est difficile de comparer la participation avec la primaire de la gauche d'il y a 5 ans, parce qu'ici, au niveau local, en détruisant les listes d'émargement, ils ont aussi perdu le taux de participation. Mais les organisateurs ont l'air agréablement surpris. Il faut dire que les Toulousains ont beaucoup entendu parler de la primaire. Presque tous les candidats sont venus faire campagne ici. Manuel Valls le week-end dernier, Sylvia Pinel et Benoît Hamon y tenaient meeting encore vendredi soir. Voilà ce qui a peut-être mobilisé les électeurs. Ceci dit, il n'y a pas un enthousiasme débordant. Et puis il y a plusieurs sympathisants qui nous ont confié qu'ils venaient participer à la primaire aujourd'hui, mais qu'ils n'étaient pas certains de voter socialiste au premier tour de la présidentielle. Merci beaucoup Pierre, on l'a vu dans le nord comme dans le sud, peu de gens dans les bureaux de vote et c'est pourquoi les premiers chiffres de la participation sont très attendus. On va partir pour le siège du Parti Socialiste à Paris, rue de Solferino, retrouver Philippe Morand. Philippe, est-ce que ces premiers chiffres vont arriver d'une minute à l'autre et pourquoi ils traînent tant à être donnés ? Eh bien écoutez Anne-Claire, toujours pas de chiffres ici à la mi-journée, toujours pas de chiffres de la participation. Les ordinateurs du comité d'organisation de la primaire sont toujours en train de tourner. Les chiffres remontent, mais pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres définitifs de cette participation à la mi-journée. Alors le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, s'est fixé un objectif entre 1,5 million et 2 millions de votants. C'est un objectif modeste si l'on compare aux 2 700 000 électeurs qui s'étaient rendus dans les urnes en 2011. Il faut dire que le niveau de participation à cette primaire est un élément clé. Une participation forte serait synonyme de bonne surprise et permettrait d'asseoir, de légitimer le candidat qui sortira des urnes dimanche prochain. Les électeurs ont jusqu'à 19h pour aller voter. Merci beaucoup Philippe et on l'espère, on vous retrouve avant la fin du journal pour faire un point sur ces premiers chiffres de la participation et puis nous reviendrons évidemment longuement ce soir sur ce premier tour de la primaire à gauche. Ne manquez pas notre édition spéciale du journal de 20h. Nos spécialistes et tous nos envoyés spéciaux décrypteront pour vous les tout premiers résultats et peut-être le nom des 2 finalistes. C'est une des conséquences de l'anticyclone et du froid sec que nous connaissons en ce moment. L'air stagne sur les villes et l'on a atteint de nouveaux pics de pollution. À Paris, la préfecture a donc décidé des restrictions de circulation pour demain. Même chose à Lyon et à Villeurbanne. Mais entre les vignettes de couleur, les plaques impaires ou paires, qui va vraiment pouvoir circuler ? Frédéric Agnès et Yanis Matisse ont tenté de comprendre. Lyon ce matin, épais nuage de pollution. Et l'on se dit qu'il était temps de faire quelque chose. Tous les automobilistes ne pourront pas circuler demain. Sondage express avec une question toute simple. Qui pourra prendre son véhicule ? J'ai vu alterner, la vache alterner. J'ai vu ça parce que je viens de prendre le journal, sinon je ne savais pas. Sur la vignette, est-ce qu'il faut la faire partout en France ou qu'à Paris ? Ça, j'ai pas trop compris. Je ne sais plus trop où on en est, parce que vignette jaune, orange, plaque paire, impair, c'est un petit peu complexe maintenant. En réalité, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Seuls les véhicules avec une plaque d'immatriculation paire et dotés d'une vignette de niveau 4 ou 5 seront interdits de rouler, ainsi que ceux de plus de 20 ans. La vignette, il faut la commander, je ne savais pas. Vous me la prenez. Visiblement, il y a encore de la pédagogie à faire. La vignette est bien obligatoire à Lyon, Villeurbanne ou encore Grenoble, ainsi qu'à Paris et en Petite Couronne. Et si vous l'avez commandé, mais ne l'avez pas encore reçu, il vous suffit d'imprimer la facture qui vous a été envoyée. C'est elle qu'il faudra présenter en cas de contrôle.
Paris et sa région, justement, circulation restreinte aussi demain. Les voitures et les 2 roues motorisées, classées 5, ne pourront pas rouler, ainsi que les véhicules de plus de 20 ans. Mais il faut attaquer les usines au lieu d'attaquer les voitures. Hein. Les gens, ils ont avissé les voitures et voilà. Réponse de la maire de Paris ce matin. Entre indignation d'automobilistes et impératif de santé, le choix est évident. Allez dans les hôpitaux parisiens et vous verrez s'il n'y a pas un scandale à voir des gens qui souffrent de maladies respiratoires et qui ne peuvent plus vivre une vie normale parce qu'il y a trop de pollution. Reste visiblement encore à convaincre et surtout à communiquer. À Lyon, par exemple, seules 28 000 vignettes ont été commandées, 10% du parc automobile recensé. Il incarnait depuis un certain hiver 54 la solidarité et la lutte contre la misère. Cela fait 10 ans tout juste aujourd'hui que l'abbé Pierre est mort. Et pour célébrer sa mémoire et son combat, une grande fête est organisée, vous le voyez, place de la République à Paris, toute la journée, avec des ateliers, des concerts et une soupe populaire. Rappelons qu'il reste 4 millions de mal logés en France. Aux États-Unis, les organisateurs ont fait les comptes. Les marches des femmes hier ont rassemblé plus de 2 millions de personnes à Washington et dans les grandes villes du pays. Pas de quoi ébranler manifestement le nouveau président qui a visité le siège de la CIA et s'est offert quelques arrangements avec la vérité. Florence Lecnec. On ne pouvait plus conciliant que Donald Trump hier dans les locaux de la CIA. Pour sa première visite aux agences du renseignement américain, le nouveau président était tout miel. Je vous soutiens à 1000%. Je vous aime, je vous respecte. Personne ne vous respecte plus. Les louanges après les insultes, quand en public il y a 10 jours à peine, Donald Trump s'agaçait contre une CIA concluant à l'ingérence russe dans l'élection américaine. Je pense que c'est honteux. Honteux que les agences de renseignement permettent la diffusion de ce type d'informations totalement fausses. C'est quelque chose que l'Allemagne nazie aurait fait et a fait. Et si l'heure est à la réconciliation avec les services de renseignement, les médias doivent essuyer une nouvelle charge. Coupables d'avoir mis en parallèle les investitures de Barack Obama en 2009 et celles de Donald Trump en 2017. Les photos venues souligner la différence d'influence ne seraient que mensonges. Donald Trump et le nouveau porte-parole de la Maison-Blanche ont coordonné l'attaque. Les journalistes figurent parmi les êtres humains les plus malhonnêtes sur Terre. N'est-ce pas? Ce fut le plus grand public à jamais assister à une investiture, point barre. Pas un mot en revanche pour qualifier la marche des femmes qui aura rassemblé 2 millions de marcheurs dans le monde avec le soutien de la chanteuse Madonna. Et à tous nos détracteurs qui pensent que nous ne parviendrons à rien avec cette marche, allez vous faire foutre. Fuck you. Des opposants au nouveau président, comme l'écho d'un sondage établissant la plus faible cote de popularité pour un président élu, sondage aussitôt qualifié de truqué par la Maison-Blanche. En Italie, voilà maintenant près de 24 heures que les sauveteurs ne perçoivent plus aucun signe de vie à l'intérieur de l'hôtel enseveli. Il faudrait dégager des mètres de neige pour atteindre certaines pièces, mais les moyens logistiques sur place sont extrêmement réduits en raison des risques d'avalanche, comme nous l'explique Lise Romboudoul. Regardez. Ils écoutent, en silence, mais personne ne répond. Plus aucune voix sous les paquets de neige glacée. Pourtant, ces secouristes gardent encore espoir. Il peut y avoir des personnes prises au piège sous un mur de béton qui empêcherait de les entendre. Alors ce matin, ils continuent à creuser, à fouiller la neige. La zone de recherche est très large car l'hôtel a été déplacé de plusieurs mètres sous la violence du choc. Il fait très froid, il reneige. Ces sauveteurs avouent que les recherches deviennent de plus en plus difficiles. Difficile parce que la structure de l'hôtel est en équilibre précaire et peut s'effondrer. C'est pour cela que nous intervenons avec prudence, sans utiliser de grosses machines qui pourraient faire bouger les espaces à l'intérieur. Les équipes de secouristes se relaient. Il y a aussi des militaires. Mais la crainte de ces hommes désormais est de voir dévaler des sommets une nouvelle avalanche qui les engloutirait à leur tour. Chacun d'entre eux porte donc sur lui un émetteur qui permet d'être retrouvé au plus vite, au cas où. On va continuer à rechercher sur toute la structure de l'hôtel. Le moindre endroit, on va l'explorer. Il faudra encore des heures et des heures d'exploration minutieuse.
23 personnes sont encore portées disparues. Revenons maintenant en France. Ils se sont offerts un billet pour les quarts de finale du mondial de handball. Hier soir, nos experts sont d'une constance absolue. Aucune défaite pour l'instant depuis le début de la compétition et un public français évidemment largement acquis à leur cause. Hier, 28 000 spectateurs étaient dans les gradins. Un record pour un championnat du monde. Yann Ovine, David Bordier et Vincent Abelaneda. Ils ont sauté, chanté si fort, à en laisser le meilleur joueur du monde bouche bée. Nicolas Karabatic et l'équipe de France ne voulaient plus quitter le parquet. Un moment de partage unique, avec 28 010 spectateurs. Ce matin, les dirigeants du handball français avaient encore du mal à réaliser. Franchement, on a eu quelques larmes, parce que quand on l'avait rêvé il y a 5-6 ans, ces 28 000 personnes, cette chaleur, cette communication, cette communion. C'était un vrai moment de famille, mais on était tellement nombreux que j'ai le sentiment que la famille du handball est devenue le peuple du handball. L'énergie, la ferveur était telle en entrant sur le terrain que pour une fois les experts ont semblé tétanisés quelques minutes. Et puis ils ont repris leurs bonnes habitudes. 31-25 contre l'Islande. Depuis le début du mondial, les jeunes assument la pression. Ludovic Fabregas, 20 ans à peine, a été élu homme du match. Les anciens sont appliqués et performants. Ça a été un moment vraiment de privilégié. J'espère qu'on le revivra à Lille encore mardi. Avant de goûter à nouveau à la ferveur du stade Pierre-Mauroy de Lille, les Bleus vont rester dans cet hôtel. Et ils connaîtront d'ailleurs ce soir leur adversaire, ça sera soit la Suède, soit la Biélorussie. Et mardi, vous pourrez suivre ce quart de finale en direct sur TF1 à partir de 19h. Autre compétition et autres palmarès, ceux du Festival de l'Alpe d'Huez. Et c'est le film L'Ascension qui a reçu le Grand Prix et le prix du public. Il sort mercredi sur les écrans. Le scénario s'inspire d'une histoire vraie. Un jeune de banlieue qui va s'attaquer à l'Everest pour impressionner sa dulcinée, Sophie de Vessières. Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Il n'a jamais vu la neige, mais veut escalader l'Everest. Le film est tiré d'une histoire vraie. L'exploit, réalisé en 2008, est traité ici sous l'angle de la comédie. Je vois sur ton CD que t'as fait le Mont Blanc. En plus, il faisait beau. Dans la face nord. Un peu toutes les faces. Pour incarner Samy, Ahmed Silla, un humoriste. C'est son premier grand rôle au cinéma et sa première expérience d'alpiniste. Je suis très bon en luge. Ah là, je touche ma bille. C'est-à-dire que je descends, j'arrive à freiner, partir à droite, à gauche et revenir. Mais j'ai appris pas mal parce que j'ai fait du mur de glace. Avec le piolet, les crampons. Mais je vous dis pas que je vais y retourner pour en faire. Le tournage s'est déroulé au Népal, à 3500 mètres d'altitude, puis dans les Alpes. Le Népal, c'est difficile par l'altitude et par le chemin qui est quand même très caillouteux. Mais il n'y avait pas de neige. La neige est arrivée à Chamonix et dans des conditions assez dantesques. Parce qu'on a une tempête de neige. On a eu du brouillard, donc on a marché très longtemps dans la neige pour retrouver le refuge. C'était le froid, c'était le tournage de nuit. C'était très 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 compliqué. On se fait, c'est vrai! La performance apporte de l'émotion au film. On espère et on souffre avec le héros jusqu'au sommet. Amène-moi là, je t'en supplie! Et partons tout de suite pour la rue de Solferino, siège du Parti Socialiste, retrouver Philippe Morand. Philippe, vous avez enfin les premiers chiffres de cette participation à la mi-journée pour le premier tour de cette primaire à gauche. Bien oui, le chiffre vient de tomber. 400 000 votants à midi dans les 2/3 des bureaux de vote, 2/3 des 7 530 bureaux de vote. C'est beaucoup moins qu'en 2011 où 744 500 électeurs s'étaient rendus aux urnes. Là aussi, dans les 2/3 des bureaux de vote, c'était à la mi-journée. Donc une participation beaucoup plus faible qu'en 2011. Merci beaucoup Philippe pour ces premiers chiffres. Partons maintenant en Savoie pour notre zoom où nous allons suivre une route presque oubliée, celle des églises baroques. Au XVIIe siècle, la région va construire 80 édifices, tous plus beaux les uns que les autres. C'est l'époque où l'Église catholique lance une grande opération de reconquête face à l'arrivée du protestantisme. Calvin vient de prendre la ville de Genève, toute proche. Et la Savoie va donc devenir le théâtre de cette contre-offensive artistique et religieuse. Gaëlle Charnet et Quincy Russell. Il brille dans l'ombre des stations de ski. Nous aurions presque pu ne pas le voir. Mais nous avons poussé les portes
pour y chercher le doré, le coloré, le monumental, le merveilleux. Un grand livre d'images que nous ouvrons au pied du Mont Blanc. Première rencontre avec le baroque. Cordon. Église modeste, au décor surprenant et une musique. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je carillonne. Je carillonne et ça va pas tout seul parce que c'est tout petit. Et puis je n'ai que 4 notes. On fait de grandes choses avec de petites choses. De grandes choses avec de petites donc. Voilà. Le verre permettait de faire des économies et d'utiliser plus de dorure. Le baroque que l'on croyait italien, il est donc aussi savoyard, sans excès ni démesure. C'est chargé mais très harmonieux. Rien n'est en trop. La chasse au trésor est lancée. Nous poursuivons notre route, direction Saint-Nicolas de Véros. 250 habitants seulement, et un joyau. Des courbes, des colonnes, des volutes, baroque, te voici. Cet art baroque est là pour donner un renouveau à l'Église catholique, pour donner un nouvel essor, justement pour se confronter à l'Église protestante qui, elle, a décidé de la sobriété et de l'austérité dans les églises. Un peu d'histoire. Nous sommes au XVIIe siècle. La Savoie n'est pas française. Turin en est la capitale. Pour les catholiques, voilà une des terres stratégiques où diffuser cet art nouveau, joyeux, chargé de reconquérir les âmes. En un siècle, la montagne se couvre de chantiers. On bâtit une centaine d'églises, grâce à la générosité des habitants. Le trésor qui regroupe toutes des œuvres offertes en fait par les Saint-Nicolatins. Saint-Nicolatins qui étaient colporteurs de façon saisonnière. La foi d'une communauté de montagnards, partis chercher fortune, mais qui n'oublient pas leur paroisse. On a financé toutes ces œuvres pour une protection quotidienne totale et en plus on espère au-delà de la mort financer sa place au paradis. Quittons Saint-Nicolas et ses trésors. Sur notre route, un autre clocher. Bonjour, messieurs, dames. Hautelus. Et sa bonne étoile. 40 ans qu'Émile en protège les fabuleux décors. Il faut qu'on surveille un petit peu parce qu'il y en a bien qui viennent se servir. Des voleurs d'abord et du thermomètre ensuite. Voilà, vous avez un peu de chauffage, mais on n'en met pas de trop parce que maintenant on chauffe de trop, souvent. Alors ça venait dans les statues en bois, les petits verres, je sais pas, le nom, bon peu importe, les petits verres qui bouffent le bois. Et il a fallu qu'on refasse les pieds de la Sainte Vierge. On apprend aussi que chaque vallée a son baroque. Direction maintenant la Tarentaise pour une version plus exubérante. La vallée de la Tarentaise et ses grands domaines skiables. Elle nous accueille dans la lumière du soir, au chant d'une chorale en pleine répétition. Notre-Dame de la Vie, autre chef-d'œuvre du XVIIe siècle. Celui-ci a bien failli s'effondrer. Après 3 ans de restauration de l'estrade à la voûte, les habitants peuvent de nouveau la célébrer. Ça fait quoi de chanter dans un décor pareil? Oh mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, ça nous inspire. Vraiment, vraiment, ça nous inspire, c'est génial. Et oh, ça chante sans moi. Ça fait chaud au cœur. Alors, je vous emmène dans les coulisses du théâtre baroque. Je pousse la porte ici et je vais passer de l'autre côté du retable.
pour qu'on puisse découvrir la statue de Notre-Dame de la Vie, qui est pour l'instant cachée ici avec un système de cordes. Eh bien, je fais coulisser une trappe et la porte s'ouvre et fait dévoiler, donc dévoile la statue de Notre-Dame. Refermons la porte du théâtre baroque. Car une randonnée nous attend. Et au dire de Sylvie, notre guide, cela vaut bien quelques efforts. On va voir un chef-d'œuvre. N'ayons pas peur des mots. C'est probablement l'un des plus beaux édifices baroques du département de la Savoie. Et oui. L'éblouissement des paysans qui rentrent dans cette église et du coup qui apprennent en même temps toutes les histoires religieuses en regardant au plafond et en levant la tête. Ces habitants de Pézat viennent chercher ici du réconfort, du soutien. En 1705, dans cette vallée de Pézat-en-Croix, la neige, elle part en juin, elle revient en septembre. Des paroissiens venus toucher du doigt le sublime, le divin, grâce au génie des artisans italiens. On le doit à ces artistes piémontais qui consacraient 4 à 5 années pour réaliser un retable comme celui-ci. Ils étaient nourris, logés par les habitants de la vallée de Pézat-en-Croix, payés bien sûr pour leur travail. Et nous ne sommes pas au bout de nos émotions, car voilà une rencontre inattendue, mystique presque. Anne-Marie passe ici une partie de l'hiver, sans eau ni électricité. Elle veille sur la chapelle des Vernettes. J'écoute le silence, c'est terrible d'écouter le silence. C'est merveilleux. Et vraiment, ça m'émeut. Parce qu'il y a quelque chose de fort. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'éclaire. Nous aussi, cela nous éclaire. Nous avons justement rendez-vous avec un autre ange gardien. Sculpteur d'horreur et chirurgien. César répare les visages abîmés du baroque, en songeant à ses inventeurs. Je ressens presque la personne qui a sculpté ça, ouais. Je ressens des vibrations. Se dire qu'ils ont fait ça sans aucun architecte, rien que en réfléchissant un petit peu et en regardant l'endroit, je crois que les montagnes, ça les a vraiment inspirés. Dernière étape de notre odyssée, la vallée de la Maurienne, qui semble nous ouvrir les portes du paradis. L'église de Valloire, où une fois les pistes fermées, un jeune prêtre se prépare à l'office. Voilà, ne pas oublier l'homélie, on est un jeune prêtre, sans notes, on est mal. Ce Pyrénéen a découvert la Savoie et un art triomphant, où d'un village à l'autre, rien n'était trop beau pour affirmer sa foi. Elle est belle extérieurement, mais elle est sobre. Et on rentre ici et il y a comme un émerveillement et le regard est comme tourné vers le ciel. Tellement on est impressionné, on ne s'attend pas forcément à voir ça en pleine montagne, quoi. Célébrer une messe avec comme spectateurs les fidèles, les 242 anges de la coupole et un orchestre. De quoi en perdre le fil de son homélie. La Maurienne à bord d'une calèche, comme au temps du baroque. Allez, marchez. Tout près d'ici, il y a l'Italie, le col du Mont-Cenis. Un col que les artistes n'avaient qu'à franchir pour exercer leur art. On aurait envie de toutes les voir, mais ce sera la dernière, et elle se refait une beauté. Merci Cochet. Bonne visite.
Dans l'église de Termignon, les statues vont bientôt retrouver leur majesté. Les dorures leur éclat. Une nouvelle histoire aggravée pour les habitants de la vallée, 400 ans après la première. On en a toujours vu dans nos églises quand on allait à l'église, quand j'étais jeune, pour certaines cérémonies. Ils font partie de notre imaginaire, ils font partie de notre quotidien, ils font partie des bâtiments qu'on trouve en Haute-Maurienne. Ils ont toujours été là et quelque part, ils sont en même temps exceptionnels et en même temps quotidiens. C'est ça qui est assez étonnant. Nous quittons la montagne. Adieu chapelle, ange, clocher. Avant l'or blanc, il y avait donc un or, véritable, étincelant. Refermons le grand livre d'images du baroque. Il nous a éblouis. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Dans un instant, grand reportage vous emmène en safari en Afrique. Et c'est en ULM ou en avion que nos explorateurs vont se déplacer. À tout de suite.